Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais coinquer pendant toute la vidéo parce que je filme dans la pièce et que cette chaise, je sais pas si elle va faire la fin de l'année, je sais pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ et aussi pour vous annoncer une grande nouvelle, la sortie des objets maudits. Enfin, le livre est sorti mercredi, donc la nouvelle sortie d'Emily Norkheim qui avait écrit donc Une couronne d'océans d'épines. Les objets maudits, c'est un livre que vous pouvez recevoir pour Noël si vous le souhaitez. Les commandes pour Noël seront assurées, pour tout vous dire, jusqu'à la mi-décembre. Là, la poste, c'est déjà la galère en ce moment pour les colis, c'est n'importe quoi. Mais voilà, si vous voulez les commander, je vous recommande de le commander rapidement si vous voulez vous faire un petit cadeau ou faire un petit cadeau à d'autres personnes sur les 3 Nantes. Je vous mets un petit lien en barre d'infos. Et surtout, les objets maudits, c'est la concrétisation d'un projet sur lequel on travaille depuis février 2022. C'est, je pense, le livre qui a été le plus challengeant pour la maison d'édition, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de retard, et ce jusqu'au bout. Je reçois les livres demain, donc le jour de la sortie, le 23, et j'ai très peur que ça se passe mal. Voilà, parce que là en plus il pleut et tout, ça va être une catastrophe, on va rentrer tout sous la pluie. Je suis super contente, j'ai tellement hâte de l'avoir enfin dans les mains parce qu'on a énormément travaillé avec l'autrice sur le texte. Cet univers qui mêle un peu fantasy initiatique et surtout un petit peu horrifique, avec une ambiance très à la Miyazaki pour ceux qui apprécient un petit peu ces univers-ci. On est sur une histoire qui est en un seul tome, qui est totalement différent du Couronne d'océans d'épines, que ce soit sur ses thématiques et sur... c'est pas une suite, hein. On va situer l'histoire au début à Kaatlûn, c'est un récit dans lequel on voyage énormément. Kaatlûn, c'est un pays qui a subi un protectorat, on va dire, pendant 2 siècles, protectorat notamment qui a mis en place un embargo sur les objets et les objets d'art. Ce pays est sorti difficilement de ce système politique qui a été assez répréhensif envers lui, et on va être 20 ans après cette libération. Et on va suivre Novem. Novem, c'est un chasseur, et pas n'importe quel type de chasseur, c'est un chasseur de Rancura. Les Rancura, c'est un peu ce pourquoi j'ai décidé de choisir ce manuscrit, parce que c'est assez original et la thématique est super intéressante. On est donc sur des objets qui se teintent des émotions négatives des êtres humains. Si vous êtes un artiste qui est par exemple mauvais mais qui a des grandes ambitions, vos objets vont progressivement se teinter un petit peu de cette folie des grandeurs, et on a donc ces Rancura qui susurrent à l'oreille des hommes tels des sirènes, et jusqu'à les envoûter et prendre possession de leur corps, et une fois que la possession est faite, il n'y a plus d'humains. Donc ça pose des gros problèmes de société, hein, d'avoir des créatures qui essayent de prendre les humains en hôte comme des parasites. Et donc on va suivre Novem, qui est un personnage non binaire dans le texte, donc on a l'utilisation du pronom Yel, et on a fait le choix, comme pour Une couronne d'océans d'épines, d'accorder au masculin pour que ça soit le plus compréhensible pour tous, parce que même pour Une couronne d'océans d'épines, il y a des gens qui pensaient que c'était une faute d'orthographe. Donc voilà, c'est un pronom qui est non genré. Yel donc est un chasseur qui a été pris en charge par l'antiquaire Janus, une ancienne chasseure aussi, convoquée par la reine de Kaatlûn, donc dans la capitale de Roseronce, pour procéder à une chasse à Valtur. Valtur, c'est une région un petit peu paumée, un petit peu sombre et un petit peu angoissante, où cette chasse va totalement bouleverser le monde de Novem et peut-être le monde qui l'entoure. Je vous laisse avec ça pour pas vous en dire trop. Est-ce que c'est un roman où il y a pas mal de rebondissements? C'est un roman qui, pour ma part, m'avait beaucoup plu, notamment par ses thématiques qui sont assez originales, les Rancura, les créatures qui sont développées, par les thématiques principales du texte. C'est un texte qui est beaucoup dans les nuances de personnages, et vous allez voir, on a vraiment des personnages gris dans le texte, et surtout les thématiques sur la création, sur la beauté dans l'horreur. C'est ainsi qu'Emilie avait décrit son ouvrage, et je trouve que ça rend vraiment bien. Ça rend une esthétique du livre qui fonctionne très bien, des thématiques qui sont tristes et belles à la fois, et des thématiques qui touchent tout le monde, sur le fait notamment d'assumer ses actes et ses erreurs. C'est un livre qui fait 456 pages, qui sera au prix de 25 € et qui est toujours produit 100% made in France, non distribué sur Amazon. Les 3 Nantes sont actuellement sur le marché, pour, vous le savez très bien, une des seules maisons d'édition à avoir une éthique aussi poussée en termes voilà, de publication. Pour les campagnes Ulule, les titres vont partir progressivement, notamment pour ceux qui ont demandé la dédicace de l'auteur, ils partiront le 4 décembre, parce que je vois Émilie le 3 décembre mais pas avant, et je veux pas, on va dire, abîmer les cartes. Voilà, on a déjà reçu les petits goodies, comme donc les petits magnets pour certains. Il y a les marque-pages qui sont arrivés ce matin.
Aujourd'hui, je vais parler de moi, les gars. Voilà, ça va être le moment égocentrique de l'année. J'ai décidé de faire une FAQ. Souvent, au cours de l'année, je reçois pas mal de questions, que ça soit sur Instagram ou en vidéo, voilà, sous les commentaires. Et je me suis dit, bon, ça serait peut-être le temps d'en faire une. Ça faisait peut-être 1 an ou 2 que j'en avais pas faite. Et je dois dire que j'ai été très surprise de votre question. J'ai été très surprise de façon positive. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis pas quelqu'un qui expose vraiment ma vie sur les réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Et j'aime bien me préserver parce que je trouve que les réseaux sociaux, il y a quand même une barrière à mettre pour se protéger un minimum. Et voilà, vous le voyez dans mes vlogs et tout, je vous raconte pas forcément entièrement ma vie. Vous avez posé des questions, voilà, qui sont en rapport plus avec moi, mais aussi beaucoup sur la littérature et aussi beaucoup sur mon rapport à l'édition et à l'entreprise. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que voilà, ça se voit que ça vous intéresse et ça me touche, voilà. Sachant que au mois de décembre, il y a de la vidéo en préparation, hein, il va y avoir les tops, les trucs comme ça qui vont se proliférer. Il va y avoir aussi un vlog lecture, un vlog de la sortie du livre, bref, on va avoir pas mal de petites choses. Et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai pas préparé la vidéo parce que vous doutez bien qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Je vais prendre les questions au fur et à mesure. Je vais essayer de séparer en plusieurs sections, mais à tous les coups, je vais pas respecter ça. Donc, la première question est: comment vas-tu ? Ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. Là, ça va mieux, on va dire depuis une semaine et demie. Avant l'envoi des fichiers de la maison d'édition, ces derniers mois étaient très très pénibles. Et on va dire que cette dernière année, si on prend l'année en globalité, a été plutôt sportive. Pour moi, ça a été dur psychologiquement, ça a été dur physiquement, notamment parce que j'ai énormément travaillé. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas trop la maison d'édition, c'est vrai que cette année, j'ai perdu le goût de ce qu'était un week-end. Voilà, pas au sens que je travaillais le week-end, ça c'est pas un problème, au sens que j'ai beaucoup fait de 7 jours sur 7 en fait. J'ai pas pu beaucoup me reposer et c'est vrai que on enchaîne en fait, on est un petit peu un robot, on a beaucoup de déplacements, donc il y a eu beaucoup de fatigue qui ont été accumulées. Compliqué, voilà, parce qu'il y a eu les annulations de salon, donc il y a eu beaucoup de stress, hein. De toute façon, depuis que j'ai la maison d'édition, j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Voilà, donc on apprend à vivre avec ça parce que contrairement à un salariat classique où t'as un salaire qui tombe tous les mois, quelqu'un qui est en entreprise, en auto-entreprise, qui est pour son compte, on se barre un petit peu pour avoir quelque chose dans notre assiette à la fin du mois. Et donc voilà, ça a été beaucoup de stress, sachant que la période est compliquée. Alors elle est compliquée d'autant plus, alors il y a plusieurs choses qui s'ajoutent au fur et à mesure des ans. On se dit, on va être mangé à quoi en 2023, mais au-delà du fait de toutes les thématiques que je vous ai déjà exposées sur le prix du livre qui a explosé à cause du prix du papier, hein, quand voilà, ça devient très compliqué, il en reste que je trouve depuis, et je trouve c'est pas vraiment jeu parce qu'avec tous les artisans exposants avec qui je discute, les gens ne consomment plus de produits culturels, ce qui est compliqué. Voilà, on le voit en salon où les ventes sont beaucoup moins bonnes pour à peu près tout le monde, des salons où les gens ne viennent même plus alors que c'est des salons qui drainaient des gens. Voilà, donc c'est un climat qui est un peu compliqué et pour tout vous dire, le travail du livre des objets maudits a été difficile, physiquement et psychologiquement, voilà, parce que c'était long, parce que ça avançait pas comme forcément je le voulais, et que voilà, il y a quand on nous met des bâtons dans les roues, c'est fatigant. Je vais pas dire que je suis hyper bien, voilà, mais je vais pas dire que je suis hyper mal non plus. Voilà, j'ai connu des périodes plus difficiles, là je connais une période moyenne, on va dire que de toute manière, je sais que la création de l'entreprise, les 5 premières années, c'est un peu les 5 années déterminantes parce que c'est les années où ton entreprise se consolide et tout ça, et là la 3e année, c'est un peu l'année de l'enfer, c'est-à-dire que voilà, c'est une année qui est très stressante au niveau des impôts et tout ce que j'en passe avec l'URSSAF. Donc voilà, ça a été beaucoup de stress. Là, il y a les vacances de Noël, les vacances. Je vais essayer de moins travailler entre la période de Noël, voilà, de Noël au jour de l'an, même si je vais devoir envoyer des colis et tout. Ça, c'était un peu mon objectif de la fin. Donc voilà, je vais dire que l'année a été quand même compliquée. Voilà, elle a été compliquée, mais je suis pas au bout de ma vie, donc c'est déjà ça. Il y a une question qui m'a fait beaucoup rire, c'est: as-tu d'autres passions que la lecture? Ça serait quand même triste si je n'avais que la littérature comme passion. Ma passion, c'est la lecture, mais c'est surtout l'imaginaire, c'est-à-dire que moi je consomme l'imaginaire un peu sous tous les médias possibles, même si j'ai beaucoup moins de temps en ce moment, c'est-à-dire que je peux plus jouer aux jeux vidéo et ce genre de choses, j'ai pas le temps, mais il en reste que, voilà, c'est l'imaginaire, mais j'ai bien d'autres passions, et heureusement, parce que sinon ma vie serait très triste si je n'avais que ça, parce que
la lecture et l'imaginaire, tout ça, c'est mon métier maintenant. Donc au-delà de la passion, c'est aussi mon métier, donc ça a le rapport qui change un petit peu. Je suis une grande passionnée de plein de choses, hein. Je suis quelqu'un qui se passionne pour beaucoup de choses différentes. C'est par phase en général. Voilà, quand j'étais gamine, j'étais hyper fan de tout ce qui était étoiles, espace et tout ça. Là, on va dire que mes passions depuis ces dernières années vont vraiment vers les plantes. Voilà, j'adore les plantes, je suis passionnée de plantes. J'ai un jardin intérieur et extérieur. Cette passion, c'est autant moi qui dans mes plantes, mais c'est aussi visiter des jardins et tout ça. J'ai aussi la passion de l'histoire, et ça, je pense que ça se voit dans mes vidéos, mais je suis une grande passionnée de châteaux, d'abbayes, de visites, voilà, tout ça, c'est un peu mon truc. J'adore voyager, voilà. J'ai bon nombre de passions extrêmement diverses et variées, voilà, qui fluctuent, en fait. Le problème, c'est que j'ai plus trop le temps d'y accorder du temps, c'est-à-dire que moi, j'adore les travaux manuels, par exemple, mais j'ai pas le temps d'y accorder. J'adore le rugby, voilà, j'ai plein de passions différentes. Chose que je garde aussi pour moi, parce que je pars du principe que vous avez pas besoin de savoir tout sur ma vie, comme j'ai pas besoin de savoir tout sur votre vie, et je suis pas le type de youtubeuse ou de youtubeur à faire du vlog live, tu vois, de raconter ma vie, ça m'intéresse pas. Donc voilà, non, j'ai plein de passions différentes pour le coup. La musique, voilà, j'écoute beaucoup de métal, de rock, de plein de choses, de rap, de classique. J'adore les arts dans la généralité de toute manière. On m'a posé aussi la question, alors quel est l'événement qui m'a marqué le plus cette année ? Il y a eu plein de choses hein, cette année. J'ai fait plein de premières fois cette année, c'est-à-dire que j'ai vu pour la première fois une comédie musicale, j'ai vu pour la première fois un concert à l'étranger, j'ai fait plein de trucs pour la première fois, et c'est un truc que je préfère, que j'ai envie de faire à l'avenir, c'est-à-dire essayer de faire plein de nouveautés et tout pour un peu changer du quotidien. Le plus marquant en termes, on va dire, éditorial cette année, bah, c'est de participer, je pense, à des gros salons, d'avoir passé les 20 000 abonnés, voilà, c'est des choses qui sont très marquantes au niveau professionnel, d'avoir été reconnue. Je pense que moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est les choses que les gens ne voient pas, mais que moi je vois dans l'entreprise, c'est-à-dire d'être reconnue par des acteurs du monde du livre, je parle d'autres éditeurs qui en ont entendu parler, la maison d'édition, et des auteurs connus d'imaginaire où je m'attendais pas du tout, voilà, et d'entendre qu'ils en ont entendu parler en bien, ça me fait plaisir pour le coup, mais ouais, c'est ça, et de sympathiser avec les auteurs, je pense que c'est ça. Et au niveau personnel, bah, pour tout vous dire, c'est un peu la tristesse de cette année, hein. C'est-à-dire que moi, au niveau personnel, bah, j'ai pas fait grand-chose, voilà, quand on s'investit autant, t'as plus de vie personnelle, hein. Je pense que c'est peut-être une question qui reviendra après, mais ouais, il en reste qu'au niveau personnel, j'ai pas fait grand-chose de marquant cette année. Je pense que ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est mon voyage en Angleterre qu'on a fait en septembre, dans les Cotswolds, qui a été magnifique, quoi. C'était un rêve, ces maisons et tout ça. Il y a une question qui est intéressante, c'est comment tu t'organises entre YouTube, la maison d'édition et la lecture. Donc je me lève le matin, ça dépend, ça peut être entre 6h et 9h, ça dépend, par exemple si je rentre de lendemain de salon tard dans la nuit, si je dois rattraper des heures de sommeil, en général c'est 7h30, un peu mon réveil parfait, 7h30, on va dire que je commence à travailler à 7h45, moi le matin bah, j'ai arrêté de mon déjeuner, voilà, pour gagner du temps, et comme je travaille de chez moi, pour tout vous dire, il y a des journées où c'est pyjama travail, on va pas se le cacher, donc voilà, ça, on va dire 8h, en général je check un peu les infos et surtout les réseaux sociaux le matin, les mails, les trucs un peu urgents, des fois j'ai pas le temps, ça dépend vraiment, là je vous fais une journée un peu cliché type, mais ça varie en fait, c'est où tu te places en fonction de la publication d'un livre. Ensuite, bah, souvent le matin, ça va être la maison d'édition, voilà, de 8h à midi, et en général je reprends à soit midi et demi, 13h, jusqu'à soit 19h, 20h, il y a des... Voilà, ça c'est un peu les horaires. C'est comme je vous dis, ça dépend vraiment des moments. En fait, les vidéos YouTube, pour savoir quand je dégage du moment, c'est vraiment quand il y a un creux. Où il y a un week-end où je vais faire des journées YouTube par exemple, il suffit que par exemple quand Émilie me rendait les corrections, bah, j'avançais sur mes journées YouTube, je faisais je tournais, je trouvais l'idée, je tournais, je filmais, je montais la vidéo, je postais la vidéo le plus rapidement possible en essayant d'en faire 2 par jour.
c'est quand même beaucoup avec l'état de mon ordinateur et voilà, ça met du temps quand même à faire le montage. Et en général, mes espaces lecture sont soit en mangeant, et sinon c'est le soir. Alors il suffit, si je finis à 19h30, en général je vais regarder un peu une série jusqu'à 20h30. Et à partir de 20h30, 21h, je lis jusqu'à 23h30. Voilà, en général c'est un peu ça. Tout va dépendre en fait des journées. Après il y a les salons, où les salons bah, c'est compliqué pour lire, donc voilà, je lis parfois en salon quand il y a vraiment personne, mais les lectures, moi je lis plutôt le soir. Il m'arrive de lire le matin aussi quand je me lève tôt et quand je vois que c'est une journée un peu plus cool. Il est très rare que je lise sur mes horaires de travail. J'essaye de me mettre un cadre moi pour un petit peu respecter mes horaires, c'est-à-dire de pas travailler de 2h à 3h du matin, même si ça m'arrive parfois quand il faut, mais il reste que ouais, c'est souvent le soir, et YouTube c'est fluctuant, c'est pour ça qu'il y a des moments, bah, ça a été en dents de scie cette année parce que j'avais tout simplement pas le temps quoi, et en général j'essaye de prendre une journée de repos par semaine, ce qui n'a pas été toujours le cas, et parfois bah, je vais être 3 semaines sans week-end et il va m'arriver de prendre 3 jours dans une semaine après, voilà, pour rattraper. Mais c'est assez rare parce que même pendant mes vacances ou mes jours de repos, en fait, je travaille parce que souvent j'avance sur mes lectures. Voilà, quand je dis journée de repos, en fait, c'est journée lecture pour souvent, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, ton dimanche ou ton samedi, tu lis pour rattraper un peu. Et ensuite, je pense qu'on va passer un peu plus sur mon rapport à la lecture et tout ça. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens, voilà, on s'en fout un peu de mon emploi du temps. Donc la question c'était de combien de livres abandonnes-tu la lecture en cours de route et sur quels critères? Je crois que cette année j'en ai un... J'ai abandonné Billy l'année dernière, et cette année je crois que j'ai pas abandonné de livres. En fait j'ai plus la possibilité d'abandonner des livres. Je le faisais un peu plus quand j'étais un peu plus jeune, notamment quand ça n'allait surtout, quand ça allait pas. Et quand je travaillais en maison d'édition, j'avais beaucoup de livres gratuits et ça me gênait pas. C'est vrai que j'ai un peu du mal moi à abandonner quand j'ai payé un truc, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que là en fait je n'abandonne quasiment plus, hein. Je veux dire mes abandons doivent être d'1 ou 2 max par an, mais là j'ai même pas le souvenir d'avoir abandonné un livre cette année, tout simplement parce qu'avec la chaîne YouTube en fait moi le parti pris c'est vous parler de mes lectures, et si j'abandonne bah je vous en parlerai quand même en vidéo, hein. Je l'avais fait avec Billy, je me souviens que j'avais expliqué pourquoi, mais il y a pas mal de sagas que j'ai pas trop aimé, hein, comme La Roue du Temps, et j'ai quand même lu les 14 tomes parce que le but de la chaîne c'est de donner un avis complet, et moi j'ai du mal quand les gens donnent des avis sur des livres qui ont pas fini en fait. Voilà, ils peuvent expliquer pourquoi ils ont pas aimé, mais donner un avis sur un truc que t'as même pas terminé, tu peux pas avoir une chronique on va dire sincère, objective ou même subjective, un truc qu'on peut vraiment prendre en compte sans ça. Donc ouais, j'ai arrêté d'abandonner mes livres pour la chaîne parce que bah il faut du contenu, il faut aussi être transparent avec vous, je vais pas vous cacher certains livres que je lis ou tout ça, je vous présente tout. Comme je vous l'avais dit je crois l'année dernière, j'avais hésité à vous présenter Erikson parce que la communauté d'Erikson était pas cool et que j'avais pas envie de me faire harceler sur les réseaux sociaux. Je l'ai quand même présenté. Voilà, il y a des livres, je sais que ça va me voler dans les plumes, tu vois. Et en même temps, je le fais, voilà, je vous les présente et c'est pareil, j'abandonne pas parce que je me sens redevable vis-à-vis de vous faire une chronique, voilà. Donc quand t'es sur Booktube, après ça dépend de ton rapport à ça, il y a un espèce d'engagement et de contrat tacite qui a été fait entre vous et moi, c'est-à-dire que voilà, je lis mes livres et je vous donne des avis sincères et voilà, j'essaye de faire au mieux, et je trouve que si j'abandonne des livres et si je vous fais une chronique alors que je vous dis pas que j'ai abandonné, bah c'est pas transparent du tout. Donc voilà, je n'abandonne pas mes livres, donc voilà, et je le fais uniquement, alors pour Billy par exemple, c'est notamment si c'est extrêmement mal écrit, ça m'est déjà arrivé. Ah si, j'ai abandonné Sade aussi, mais bon Sade c'était quand même c'était les 120 journées de Sodome, c'était quand même parce que c'était ultra violent et j'avais envie de vomir pendant tout le bouquin. Sinon c'est parce qu'en fait je trouve le livre terriblement mauvais, ou sinon c'est parce qu'il me dérange beaucoup. Pour Billy c'était vraiment la plume et c'est trop dérangeant pour moi, je pense que c'est plus ça me dérange que ça m'ennuie, parce que par exemple la trilogie des Joyaux d'Eddings, ça m'a ennuyé de fou, mais je l'ai quand même lu, tu vois. Je les lis en lecture rapide, c'est-à-dire que voilà, je balaye vite et voilà, c'est une capacité, c'est un super pouvoir. Parce que c'est vraiment le dégoût de l'œuvre sur les thématiques et la plume qui passe pas. Celle-là m'a fait rire. Est-ce que
Tu as des périodes où lire te gonfle. Si oui, comment arrives-tu à conjuguer avec ta vie pro qui sollicite sans cesse du nouveau contenu? Oui, ça me gonfle de lire parfois. Quand t'enchaînes des journées avec énormément d'heures, quand tu dors mal, quand tu manges mal, quand ta maison est crade et tout, parce que t'as pas le temps, bah ça me gonfle de lire parce qu'il faut quand même que je lise parce que sinon je peux pas vous faire du contenu. Voilà, mais oui, ça me gonfle. Il y a des moments, j'ai même eu, alors là ça a été le pire cette année, mais c'est toujours, je me suis rendu compte qu'il y a des périodes c'est compliqué pour moi de lire, c'est quand je fais de la correction. Là par exemple sur les objets maudits, on a fait beaucoup de corrections sur de longs mois et relire, j'ai relu au moins le livre, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de fois. Et déjà relire la même chose, ça m'a un peu agacé, ce qui est normal, mais ça fait partie de mon métier. Mais il en reste que ça gâchait toutes mes lectures à côté. Et en fait, ça me gonflait de lire parce que j'avais pas vraiment envie de lire, parce que bah, je faisais ça toute la journée, comme ça sur un écran à corriger les fautes. Et en fait, bah, après quand tu lis, tu corriges les fautes. C'est ma particularité à moi vis-à-vis de les 3 normes et tout. Mais mon métier et la lecture sont des choses qui sont très ressemblantes et parfois incompatibles, dans le sens que bah, parce que c'est fatigant de faire les deux. Mais il en reste que moi la chaîne YouTube je la vois depuis des années comme quelque chose de sérieux qui peut-être un jour aura une visée professionnelle. J'y crois très peu parce qu'en imaginaire adulte on n'est pas payé, voilà, on n'a pas de partenariat parce que bah voilà, c'est pas, je fais pas de la jeunesse, je fais pas des trucs qui marchent sur TikTok et je suis très consciente, j'ai pas envie, tu vois, j'ai vraiment pas envie de faire ça et de tomber là-dedans. Il en reste que bah lire ça fait partie des obligations et j'ai donné la mauvaise habitude en fait de lire beaucoup et en même temps je lis toujours beaucoup parce que la lecture pour moi c'est un peu, je vous l'ai toujours dit, un peu compulsif chez moi, hein, c'est un truc qui me fait du bien, voilà, parce que si je lis pas en général c'est parce que je vais pas bien et si j'ai vraiment plus envie de lire c'est que ça va vraiment pas et la lecture me permet d'aller mieux. Voilà, c'est un peu le truc qui te fait mal mais qui te fait du bien. Voilà, c'est un peu sadomaso. Et il arrive que lire, moi sur la chaîne, ça fait partie aussi, c'est comme un boulot, c'est-à-dire que il y a des moments t'as pas envie de faire ton taf, mais tu le fais quand même parce que t'es consciencieux et là c'est quand même mon entreprise, donc c'est-à-dire que si je fais pas le boulot, je mange pas à la fin du mois, donc c'est un peu chiant. Voilà, c'est pas très agréable de pas manger, tu vois. Donc pour le coup, il y a cette motivation, ça aussi, il y a cette motivation que j'ai pas le choix en fait. Voilà, ça fait partie d'un métier, t'as des trucs que t'aimes, que t'aimes pas, il y a des moments t'as envie de faire ça, il y a des moments t'as pas envie. On est dans une société où on fait pas tout ce qu'on a envie, quoi. C'est un truc qui se perd un petit peu, mais parfois, bah, on n'a pas envie de le faire, mais il faut quand même le faire parce que, bah, c'est notre taf. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mais ça me gonfle. Oui, ça m'arrive, parce que bah, j'ai beaucoup trop de boulot, parce que j'ai pas envie de lire, parce que ça fait des heures que je passe sur la lecture, mais en même temps, bah, je suis obligée parce que c'est mon métier aussi. J'ai aussi des éditeurs qui m'envoient des services presse qui doivent être lus, même si je suis pas rémunérée, je me suis engagée vis-à-vis d'eux. J'essaye d'être une personne qui est le plus réglo possible. Donc voilà, sachant que je suis éditeur aussi, je comprends un peu les enjeux. Soit rêver que tu voudrais publier dans ta maison d'édition. Oui, j'ai une envie, mais ça va être très compliqué, hein, et ça pose aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont se sentir blessés quand je dis ça, mais en même temps, voilà, c'est ce que je pense aussi réellement. J'aimerais trouver un manuscrit de fantasy, soit asiatique, soit de la fantasy africaine, de la fantasy orientale, donc écrite par des gens qui sont concernés par la question. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément d'avoir, voilà, un texte comme ceci. C'est assez difficile de trouver en France parce que c'est pas ce qui marche. Les manuscrits que je ne reçois jamais de fantaisie orientale, fantaisie africaine et tout ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup parce que c'est un des buts aussi de la maison d'édition, mais il n'y a pas vraiment de production là-dessus, malheureusement, de la part des auteurs, hein. C'est toujours très classique ce qui est proposé. Donc ouais, c'est quelque chose qui me touche et je voudrais quelqu'un qui soit concerné, parce que si c'est sa culture, voilà, ou si c'est la culture de ses parents, de ses arrière-grands-parents, c'est quelque chose qui pour moi est beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui va faire des recherches sur cette culture-ci. Voilà, moi j'avais envie d'avoir vraiment un travail avec quelqu'un qui veut porter un petit peu une autre culture aux yeux des lecteurs, et c'est vrai que c'est assez difficile à trouver en France, malheureusement. Est-ce que l'édition est bouchée, comme on peut le dire ? Alors ça va pas faire plaisir à la personne qui m'a posé cette question, mais évidemment que oui, comme tous les métiers passion et comme tous les métiers d'art, notamment le milieu d'édition, c'est un milieu qui est tout petit. Qui fait extrêmement rêver, même si je pense pas que beaucoup de gens savent ce que c'est vraiment, hein, le milieu éditorial. C'est pas qu'être éditeur, hein, c'est plus grand que ça, on va dire, en termes de métier, mais c'est un métier qui est tout petit, surtout c'est un métier qui est extrêmement bouché. Je vous prends pour exemple
moi j'ai fait un master et j'ai eu la chance de rentrer dans un master qui fait partie des meilleurs masters sur la région parisienne. Donc on a par exemple, il y a Villetaneuse, il y a Descartes, il y a Mantes-la-Jolie, il y a donc Cergy, là où j'ai été, donc Gennevilliers. Donc voilà, il y a plusieurs masters. Moi j'avais eu la chance de faire un master qui faisait double cursus, et heureusement parce que j'ai des gens de mon master qui ont pu aller vers d'autres branches vu que l'édition était bouchée. C'est-à-dire que nous on avait un master édition, on avait un master communication en même temps, donc ce qui fait qu'on pouvait travailler dans des branches tout à fait diverses et variées. On avait eu la chance en plus, comme beaucoup d'autres sur Paris, de faire de l'apprentissage ou des stages, donc d'avoir vraiment de l'expérience. On n'arrive pas sur le marché du travail sans avoir jamais bossé dans ce milieu-là. Et c'est un milieu qui est extrêmement bouché parce que c'est un milieu déjà qui est petit, c'est un milieu qui est très parisien. Alors il y a d'autres maisons d'édition en France, mais pour trouver du boulot, faut pas se cacher, c'est quasi exclusivement sur Paris. C'est un milieu comme dans tous les milieux du travail, mais particulièrement dans ces milieux-ci, qui passe beaucoup par le bouche à oreille de tu connais papa de papa. Voilà, c'est un milieu où tu peux te griller très facilement. C'est un milieu on va dire de requins quand même, où c'est très dans la compétition. Moi j'ai vu, je sais, j'ai des camarades de classe quand on a eu le diplôme, qui ont changé un petit peu de face pour certains. J'étais un peu choquée du comportement. Comme moi je vous le dis, j'ai pas cherché de travail après mon master. Moi j'ai construit directement la maison d'édition, mais j'étais un petit peu marquée en fait parce que j'ai vu c'est un milieu, on est plusieurs, on va dire influenceurs du livre à avoir bossé dans ce milieu-là. On n'est pas beaucoup à y travailler, voilà. Quand vous allez sur Paris, la plupart, il y a beaucoup de libraires parisiens qui ont fait des études d'édition mais qui n'ont pas trouvé en édition de boulot, donc ils font de la librairie aussi à côté. Donc voilà, c'est un milieu qui est très bouché, c'est un milieu qui est précaire, notamment parce que ça marche beaucoup sur les congés maternité, les CDD. C'est un milieu quasiment que de femmes dirigé par des hommes. C'est un milieu qui est difficile, moi je vous l'ai jamais caché là-dessus, mais l'édition, quand tu vois en stage ou en alternance, je connais pas, je connais très peu de gens qui ont eu un stage et une alternance où ça s'est vraiment bien passé, où on n'a pas eu des chefs soit très autoritaires, tyranniques ou plein mal de choses qui se passaient mal. C'est un milieu qui est très compétitif et qui est très bouché, notamment si tu as pas de réseau. En fait, je me suis rendu compte, et c'est sur le coup, l'édition c'est un milieu un petit peu de lèche-botte aussi, c'est-à-dire que ceux qui arrivent vraiment à cirer les chaussures vont trouver du boulot. Ceux qui ont un peu plus de fierté, je glisse ça là comme ça, mais ceux qui sont un petit peu moins dans ce cas-là, qui sont moins dans je vais créer du réseau machin tout le temps, qui vont parler aux gens, pas de façon on va dire à forcément avoir quelque chose en rétribution, ça va être un petit peu plus difficile. Voilà, typiquement moi j'ai le parcours d'une personne qui ne vient pas de l'édition, qui n'a pas des parents de la famille qui travaillent dans l'édition, je viens pas de Paris, j'ai pas une grosse fortune qui peut me permettre de rentrer dans tel ou tel milieu, ce qui fait que c'est un peu plus difficile que c'est sur certaines autres personnes qui sont filles, fils, qui ont des connaissances là-dedans, qui, quand tu rentres aussi dans des groupes, c'est plus facile, mais l'édition, le cas moi c'est un cas qui me rend très triste, mais un cas qui est quand même très parlant, en édition, tu as énormément de chances de te taper des études qui ont été parfois un petit peu difficiles, ou du moins ça a demandé des sacrifices, que ce soit des sacrifices financiers pour monter à Paris, ou descendre à Paris, ou des sacrifices, au niveau de travail, parce que c'est quand même sélectif. Beaucoup de travail avec l'alternance, le mémoire et tout ça pour faire du dictionnaire. C'est du livre scolaire. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire du livre scolaire, et c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, du livre scolaire ou du dictionnaire. Voilà, c'était pas tant... Il y a des gens que ça plaît, mais j'en connais, ils ont pas été très chauds quand ils se sont retrouvés dans ces branches-là. Donc c'est un milieu qui est compliqué, c'est un milieu qui se complexifie en plus de plus en plus. Quand j'ai quitté mes études, j'ai eu la chance d'avoir la personne qui gérait mon mémoire, vous savez, mon directeur de mémoire, qui travaillait chez Gallimard et qui avait un très bon poste chez Gallimard, qui m'expliquait qu'en fait Gallimard, si tu vas être éditeur maintenant, il te faut un doctorat, donc si c'était un peu les projections quoi. Donc il y a tellement de gens qui postulent que ça devient un milieu qui est très fermé, et l'édition, faut dire ce qui est. Alors on est sur un truc de surproduction et tout, mais le livre est même en crise depuis quand même assez longtemps, et là notamment chez les petits éditeurs c'est quand même très percutant, mais il en reste, ça serait mentir de dire que c'est un milieu où tu vas trouver du travail, c'est un milieu où tu as plus de chances de pas trouver de travail que de trouver du travail, et sinon tu vas te retrouver à travailler dans d'autres branches. Moi j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans la communication ou dans d'autres métiers artistiques plus ou moins lointains, j'ai des amis qui ont fini prof,
j'ai pas mal de gens qui se sont réorientés après parce que ils trouvaient pas de boulot ou tout simplement parce qu'ils avaient pas aimé le métier, hein, parce qu'on c'est un grand fantasme, hein, l'édition, ce qu'il y a autour. Mais ouais, moi je suis un peu... Je sais que j'ai eu en salon des parents qui m'ont regardé avec des grands yeux parce qu'ils m'ont demandé ça avec la réponse où j'allais leur dire oui, ça va être facile, votre enfant va vachement s'épanouir dans son métier, ça va être facile de rentrer dans ce métier, alors que c'est faux en fait. Et ils me disent oui, faut pas décourager. Bah, je dis la sincérité, votre enfant va être mal payé, va avoir du mal à trouver du travail et c'est une situation où quand t'as un bac plus 5, payer à peine le SMIC, voilà, alors que tu viens d'un grand master. Donc à un moment, voilà, faut aussi avoir les réalités du métier, hein, mais c'est pareil pour la librairie, hein. La librairie c'est pas des métiers qui payent, hein. Je veux dire les métiers artistiques et de passion, à part si t'es un artiste qui fonctionne très très bien, c'est pas des métiers qui payent très cher, hein. Voilà. Pourquoi avoir fait le choix de ne publier que des one-shots? Alors de façon très violente, sans filtre, je vais vous dire tout simplement parce que les gens déjà faut qu'ils soient capables d'écrire un bon one-shot. J'ai accepté tout un petit peu au début et en fait j'ai reçu énormément de mauvais manuscrits, hein, on va pas se le cacher, des choses qui c'était bof, mais des tomes 30, des sagas de 15 tomes, non, ça n'est plus publiable en France, voilà. C'est plus, le système éditorial fait plus que c'est plus publiable si t'es pas hyper connu. Et tout simplement parce que avec des jeunes auteurs, bah, ça coûte extrêmement cher de publier des livres, hein, surtout nous avec notre mode de fonctionnement Made in France. Il en reste que vous n'êtes connu de personne. C'est plutôt la maison d'édition qui vous fait connaître que vous êtes connu. Le tome 1, il va peut-être pas fonctionner ou va peut-être pas ramener autant d'argent et ça coûte très cher de publier d'autres tomes. Voilà, et c'est pas, moi je trouve que c'est pas rentable de publier des trilogies et surtout j'ai pas lu de saga où ça valait le coup. À chaque fois, je dis aux gens, écrivez plutôt un bon tome qu'écrire 3 tomes qui sont bof en fait. C'est simplement aussi que je trouve que les trilogies, les duologies, c'est pas ouf pour la plupart de ce que j'ai lu et surtout bah c'est à mon sens pas forcément ma vision aussi de l'édition, c'est-à-dire publier en masse, je préfère publier une bonne chose que publier plein de choses qui sont moyennes. Et il y a le côté financier aussi, et le fait que les auteurs sont pas connus. Bien sûr, je ne sais pas, j'aurais Stéphane Plateau, j'aurais je sais pas quel auteur connu en France qui viendrait publier chez moi, bien sûr que je lui demanderais 5 tomes, tu vois, parce que bah, c'est rentable. Mais soit je vais pas être hypocrite en vous coupant des tomes en 2, alors que je pourrais le faire parce que certains le font, en grossissant la police dedans et en me faisant 2 fois plus d'argent, tu vois. Je pourrais le faire, mais je le fais pas, tu vois, mais c'est simplement, voilà, ce choix-là, déjà que les gens écrivent des bons tomes uniques, et après on verra, et en général c'est déjà tellement de travail que je préfère faire des tomes uniques. Et c'est aussi une marque qui plaît aux gens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont contents chez les 3 Nornes d'avoir des tomes uniques, d'avoir une histoire complète et de pas attendre la suite. Donc voilà, pour le coup c'est un peu cette décision qui a été prise. Si un jour je compte élargir le champ d'activité, éditer des romans graphiques ou illustrés. Alors quand tu vas en salon, c'est sûr que parfois je me dis pourquoi j'écris pas de la jeunesse ou de la young adult, parce que bah ça se vend plus, hein, voilà, ça se vend plus, c'est plus facile à vendre, voilà, surtout avec le secteur actuel. J'aimerais faire de l'illustré. J'aimerais faire de l'illustré, c'est un truc qui me tente de plus en plus. Actuellement, c'est pas possible en Made in France. Actuellement, c'est pas possible, mais j'aimerais faire de l'illustré et un illustré un peu universel. C'est-à-dire que j'aimerais proposer des illustrés pour les adultes, mais j'aimerais aussi proposer des illustrés un peu pour tout le monde, pour le coup, parce que voilà, c'est quelque chose qui, va dire financièrement parlant, c'est intéressant, mais surtout c'est aussi une volonté, simplement j'ai pas trouvé encore l'axe et c'est beaucoup trop cher, donc ça viendra un jour. La conjoncture, le papier et tout, c'est pas ouf, et c'est pas crédible en ce moment et viable en ce moment de le faire. Est-ce que tes valeurs de ta maison d'édition passent bien auprès des auteurs, des lecteurs, des acteurs du livre, ou bien tu dois te justifier? Je vais mettre cette question aussi en parallèle. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé des anecdotes drôles de salon et de dédicaces à te raconter. Je pense qu'on va ça va être un petit peu lié. Vis-à-vis de mes auteurs, ça pose pas forcément de problème parce que pour eux ça change rien, simplement ils savent que c'est une petite maison d'édition et ils sont prévenus, hein, je leur fais un long pitch pour expliquer qu'ils sont pas chez Gallimard et chez Hachette, hein, ici on est dans un truc un peu plus petit et voilà, c'est sûr qu'ils feront moins de ventes. Pour les acteurs du livre, les libraires en général ça leur plaît énormément, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu des
compliments de libraires qui disaient qu'enfin il y avait des maisons d'édition qui avaient une démarche éthique, sachant que l'édition, c'est vrai que je pense qu'il y a 90-95% de l'édition française qui n'est pas dans une démarche du tout éthique de production et de tout ça. Ça fait plaisir et en général ça les marque. Il y a des libraires, ils en ont rien à foutre, voilà. C'est comme ça. Mais je sais que vis-à-vis des libraires, ça marque, vis-à-vis des salons, ça marque. Bien sûr, ne pas travailler avec Amazon, ça me coupe des opportunités de distribution, ça me fait poser des questions par certaines personnes, voilà, en salon qui connaissent pas, donc t'es obligé de leur expliquer, après ils comprennent. On a aussi les pros Amazon qui, moi j'ai déjà eu en salon des gens qui me disaient bah ouais, mais moi j'achète sur Amazon. Bah on s'en fout, voilà, on s'en fout. Mais voilà, donc il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la maison d'édition et qui sont venus acheter des livres exprès parce que c'est du fait en France, parce que c'est anti-Amazon et tout, il y a vraiment une démarche là-dessus. Vis-à-vis des autres maisons d'édition, j'ai pas eu trop de retours, voilà, après je sais qu'il y a des petites maisons d'édition qui m'ont demandé des conseils pour voilà comment je faisais tout ça. Après moi mon système éditorial est tellement particulier du fait de la chaîne YouTube et tout, il n'y a pas vraiment d'équivalent autrement en France, ce qui fait que je dis ça peut peut-être pas fonctionner pour un autre système, mais il en reste que voilà, ça marche plutôt, c'est vu plutôt de façon positive et ça me fait plaisir parce que voilà, ça donne ça porte une bonne image et ça je suis contente parce que c'est vraiment une démarche que je voulais faire. Ce qui passe un petit peu moins, c'est avec les auto-édités. Voilà, j'ai eu des auto-édités, alors tu sais, qui te regardent et qui en mode voilà, qui apprécient peu, qui parfois tu les entends parce qu'ils sont sur le stand d'à côté, vont défendre Amazon, alors que les gens disent oui mais la personne là c'est pas Amazon. Donc il y a des fois ça crée un petit peu des petites tensions, mais la plupart du temps il y a sur les salons même des auto-édités sont chill, hein, on sait avec qui on peut parler, avec qui on peut pas parler, et voilà, il y a eu alors une petite anecdote assez marrante pour le coup, parce que je sais que voilà, c'est pas très apprécié de certaines personnes de faire du Made in France et du non distribué sur Amazon, parce que ça les questionne eux-mêmes sur Amazon, et ça questionne en fait quand t'es sur un salon et que les gens voient le truc, quand ils entendent. Quand je parle un peu d'Amazon, après ils se disent bah la personne elle peut justifier quoi en face, quoi, parce que à part dire que c'est plus facile pour la distribution, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour la publication Amazon, hein. Je pense que sincèrement tout être humain devrait quand même le reconnaître, que d'exploiter les gens, de publier dans des conditions voilà, on va dire éthiques, écologiques, qui sont quand même un peu problématiques. Imaginal, mais ça m'est arrivé à plusieurs salons, voilà, mais les Imaginales c'était quand même très drôle. Jeudi, on arrive le jeudi soir pour s'installer, voilà, donc je suis toujours accompagnée de ma maman pour les Imaginales parce que c'est un gros salon et que avec la route et tout c'est compliqué, charger les livres et tenir, en fait je peux pas tenir la caisse et faire la discussion en général aux Imaginales, c'est trop compliqué, on risque d'avoir des vols et je risque d'oublier des bouquins. Et on installe tranquillement, il y a un mec à notre droite qui est super gentil, qui fait des livres et tout, on papote et tout. Et c'est le vendredi matin, donc là, le vendredi où ça commence, ou le jeudi, c'est le jeudi que ça commence, donc c'était mercredi soir quand on a installé, le jeudi quand on ramène les livres, on commence à mettre le kakémono, tu vois, à mettre bien, à voir un petit peu comment ça se passe, on voit qui est en face de nous. Et là, je pense que c'était le fou rire et en même temps la gêne incarnée. Donc je déplie mon kakémono. Donc sur mon kakémono, c'est marqué maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, fabriquée en France et non distribuée sur Amazon. Imaginez, je mets mon petit kakémono, je suis hyper enchantée pour les Imaginales parce que je sais toujours que ça va être des bons week-ends, on va voir des gens qu'on apprécie et tout ça. Et le matin même, les jeunes femmes, c'était que des femmes qui étaient dans la tente énorme en face de nous, donc un regroupement d'auteurs, s'installent, donc je me dis bon elles ont l'air sympas, tu vois, et il y en a une déjà quand elle est arrivée, elle m'a regardé mal, donc j'étais en mode bon d'accord, c'est des fois tu sais pas trop sur qui tu peux tomber en face, hein, ça peut arriver, on plaît pas à tout le monde, et là elle pose leur livre et je vois des grands cartons Amazon Publishing, donc c'est encore pire qu'Amazon de vente sur Amazon, c'est que t'imprimes par Amazon, donc voilà, mon ennemi mortel, et là elle tend les kakémonos et en fait c'était des autrices autopubliées, donc pas de problème pour ça, mais 100% Amazon avec les cartons Amazon partout, et c'était très drôle parce qu'en fait les gens riaient en passant, en voyant les trucs comme ça, avec les cartons Amazon et nous qui étions anti-Amazon, donc voilà, je sais qu'au début ça a créé un peu une tension, voilà, bon c'était sympathique, hein, mais tu vois que ça a créé une gêne, donc c'était assez drôle, mais souvent ça arrive en salon que je me retrouve face à des gens qui sont 100% Amazon Publishing, ou voilà, et ça, toi tu dis bah oui Amazon c'est mauvais, tout t'explique, et puis ils sont à côté en mode
gênée. Mais là, c'était très très drôle aux Imaginales parce qu'on avait vraiment les deux kakémonos genre en mode combat, on avait l'impression qu'ils allaient se battre. Donc voilà, bon, moi j'en rigole plus, mais je sais que ça c'est un petit peu compliqué et j'ai déjà eu des auteurs qui apprécient pas trop, qui ont fait comprendre qu'ils appréciaient pas trop ça parce que à force d'expliquer aux gens en quoi Amazon c'est pas bon pour le livre et c'est pas bon en général, ça permet aux gens de se conscientiser sur la question et de réfléchir un peu plus les achats. Et en deuxième petite anecdote assez drôle vite fait, c'était à Redon. Moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un du tout de physionomiste. Je reconnais pas les gens. Voilà, je reconnais pas les gens et c'est vrai que ça pose parfois des problèmes, hein, mais j'ai vraiment un gros problème avec ça parce qu'en fait, quand je suis dans la société, comme j'ai quand même pas mal de problèmes avec l'autre, voilà, l'enfer c'est les autres, je suis assez d'accord avec ça, il en est que je me cloisonne beaucoup. Et donc, on est au Mystérial de Redon, dans la journée, il y a une femme qui arrive devant notre stand, qui commence à parler à Émilie, puis à nous parler super gentille, qui nous dit qu'elle a entendu parler des Trois Nonnes en bien, qu'elle avait entendu parler du livre d'une couronne d'épines en super positif, qu'elle venait de l'acheter, qu'elle venait l'acheter et tout, qu'elle voulait une dédicace, et je vois Émilie changer, tu sais, genre, je vois qu'elle est impressionnée, tu vois, donc je la regarde, je fais, bah c'est peut-être une connaissance, je comprends pas, tu vois, sur le coup, j'arrive pas à mettre un nom sur la personne. Et même, au bout d'un moment, je la regarde, je me dis... Elle me dit quand même quelque chose, tu vois, mais j'arrive pas à mettre un nom et tout. Et au fil et à mesure de la conversation, je commence à comprendre qui c'est. Et là, je me dis, ok, on prend sur soi et je suis pas bête parce qu'en fait, j'ai pas reconnu la personne et c'est jamais très agréable quand on est quelqu'un, on va dire, de connu, de pas être forcément reconnu. Et donc voilà, donc la personne part et tout ça s'est super bien passé. Et en fait, c'était Estelle Faye, donc qui est une grande autrice d'imaginaire en France. Et voilà, Émilie s'est un peu foutue de ma gueule quand même pour ça. Mais voilà, ça c'est des anecdotes assez drôles parce qu'il y a des gens que je reconnais pas, voilà. Et voilà, il y a des gens que je reconnais. Genre on se voit, je dis on s'est déjà vu, mais c'est vrai que c'est pas trop mon fort. Il y a une petite question là qui est un peu plus compliquée, peut-être qu'on en fera une vidéo un peu particulière qui est pas vraiment sur l'édition, c'est plutôt un ressenti, ou du moins quelqu'un qui s'interroge sur que pensez-vous de la situation du young adulte actuel, personnage sexualisé à outrance, enemies to lovers pas bien construit. Alors moi je lis plus de YA depuis longtemps et j'ai pas grandi avec la YA, hein, donc la YA c'est le young adulte, ça s'adresse à une cible on va dire de la cible 15 ans, 18 ans, voilà, c'est un peu gros, ça se définit parce qu'il y a plein de gens qui savent pas en fait ce qu'est la young adulte, ça se définit souvent par le même genre de trame narrative et surtout par la cible à qui ça s'adresse, donc les adolescents, et souvent c'est porté par des personnages adolescents qui vont avoir un parcours initiatique, donc découvrir l'amour, la mort, la vie, voilà tout ça. Et la young adulte est publiée dans des maisons d'édition spécialisées en général. On va avoir à la grande époque, on avait la collection R, il y avait Black Moon, là il y a De Saxus, il y a Big Bang chez Brajlon, c'est un genre littéraire, c'est plutôt une cible littéraire qui fonctionne extrêmement bien en imaginaire, parce que y a beaucoup d'adultes qui lisent de la young adulte, et les ados lisent quasiment que de la young adulte. Donc la cible est très grosse, et c'est surtout une cible qui est très mise en avant sur les réseaux sociaux, parce que les couvertures sont jolies, et que c'est des livres, à mon sens, ça s'explique aussi, qui sont assez simples à lire, et qui plaisent un peu à tout le monde. Et donc la young adulte, moi on va dire que j'ai pas trop connu ça, je l'ai connu à retardement, c'est-à-dire que j'ai lu de la fantasy jeunesse quand j'étais jeune, hein, Pierre Bottero, voilà, classico, Harry Potter et tout, et dès que j'ai eu entre 13 et 15 ans, je lisais déjà Terry Goodkind, j'ai lu Game of Thrones à 15 ans, donc voilà, j'ai pas lu la young adulte, j'ai lu la young adulte plus tardivement avec la collection R, et notamment parce que moi j'ai une plus jeune sœur, donc elle a connu la young adulte, donc on a lu des livres en commun. Mais c'est vrai que j'ai pas grandi avec ça, j'ai grandi quand j'avais 17, 18, 19 ans, 20 ans, et après on va dire 23, 24 ans, j'ai un peu abandonné parce que c'était toujours un peu redondant, donc j'y connais un peu rien. J'essaye de suivre, parce qu'il y a des chaînes voilà, que je regarde de temps en temps, et surtout parce que c'est en tant qu'éditeur, c'est toujours important de savoir ce qui se passe. La young adulte, actuellement, elle a beaucoup changé par rapport à la young adulte d'avant, c'est-à-dire que déjà les textes sont plus du tout les mêmes, il y a beaucoup plus de sexualité qu'il y avait de la sexualité avant, c'est-à-dire que moi je pense à des textes comme La Sélection et tout ça, il n'y avait pas de fesses, voilà, dans mes souvenirs. Maintenant c'est beaucoup moins le cas. La young adulte, j'en ai pas un très bon avis en ce moment, notamment parce que je trouve le jeu des éditeurs un peu malsain, que ce soit donc sur la surproduction, sur certains éditeurs qui en profitent. Je peux pas dire des choses parce que ça peut être de la diffamation, mais on sait tous qu'il y a des reventes Vinted où il y a des gamines de 15 ans qui vont acheter des bouquins à 200 balles parce que la couverture
littérature est dure et belle, voilà, et c'est vrai que moi ça me pose certains problèmes, et surtout les textes qui sont publiés, c'est de la surproduction. Donc en général, il y a quand même une baisse de la qualité, que ce soit de la qualité de la traduction, de la qualité éditoriale, et surtout de la qualité des textes. C'est-à-dire souvent ce sont des textes qui sont achetés juste après leur sortie aux États-Unis parce que ça marche bien, on voit pas trop le temps de la réception sur le public américain. Et la young adult, elle a beaucoup changé aussi, à mon sens, quand 50 nuances degrés est sorti en France. À sa grande époque, il y a déjà beaucoup de jeunes qui lisaient ça. Et c'est vrai qu'on m'a parlé d'un... la jeune femme qui m'a posé la question m'a parlé d'un livre, alors Captive je crois. Je suis tombée dessus à Cultura, on était à Cultura la dernière fois, et en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était pas de la young adulte, c'est vraiment de la romance un peu au lait, et a priori c'est des jeunes qui le lisent. Donc je pense que le livre est pas de la young adulte, c'est juste que les ados le lisent alors que c'est pas la cible. Le problème de la young adulte actuellement, c'est que je trouve que tout est un petit peu semblable. La young adulte a toujours eu des sujets un peu problématiques, hein. Moi j'ai eu des livres extrêmement grossophobes, il y a eu des livres racistes et tout, et ça continue, et je trouve que vis-à-vis de l'éditeur, il y a pas une prise de conscience sur le lectorat qui est ciblé. C'est-à-dire que quand on prend par exemple Prince Captif, il y a quand même une relation toxique hyper abusive dans le texte, et en tant qu'adulte tu vas la comprendre parce que voilà, soit t'as vécu ça, soit t'es un adulte, tu comprends. Je suis pas sûre qu'une gamine de 15 ans elle comprenne que Cardan, son comportement est hyper blâmable. Bon, moi je déteste Court of Thorns and Roses, mais c'est quand même de la young adulte à la base, hein. C'était publié chez La Martinière Jeunesse au début, et le problème c'est, et je l'ai vu en salon, les parents sont pas au courant en fait de ce que lisent leurs gamines ou leurs gamins. Je dis les gamines parce qu'en général c'est des jeunes femmes, mais ce qui pose du fait que les parents sont pas au courant que leurs enfants lisent des scènes de olé. Et là j'en ai parlé avec une mère de famille, avec une jeune femme qui avait 15-16 ans, où elle me disait que en fait elle a été au courant que sa fille, parce que c'était du young adulte, hein, c'était classé dans un truc de young adulte et tout, que c'était sur des chaînes où elle était au courant que sa fille regardait des chaînes YouTube pour la jeunesse et tout, et en fait elle s'est rendue compte que le livre était problématique quand elle a vu qu'il y avait marqué plus 18 ans sur le 4e tome. Et je lui ai expliqué gentiment que le plus 18 ans il aurait pu être sur les autres tomes, parce que dans le tome 2 ou le tome 3 les scènes de sexe sont hyper explicites. Le olé fait vendre, voilà. La young adulte, ils savent, les éditeurs, les auteurs, ils savent ce qui marche et ce qui vend. C'est le olé, c'est les histoires de enemies to lovers, les trucs impossibles, ce qui te fait battre le cœur. Le problème c'est que, à mon sens, faut pas censurer, mais il faut peut-être un peu plus travailler les textes, parce que le problème, et c'est ce qu'il y a eu avec Twilight déjà à l'époque, l'image qui renvoyait des couples, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont trouvé ça normal, la relation entre Bella et Edward, alors que Twilight est écrit par une mormone qui met donc des préceptes mormons sur le texte, hein. Le fait qu'Edward ne veut pas consommer avec Bella avant le mariage, c'est pas du genre parce que c'est un vampire, non, c'est parce que c'est des choses qui sont transmises au niveau religieux. Brandon Sanderson, il y a des choses qui sont mormones dans ses textes, mais c'est adressé à des adultes. C'est ni la faute de l'éditeur et ni la faute du lectorat. En fait, c'est un cercle qui est hyper malveillant, qui est pas vertueux du tout. C'est-à-dire que les jeunes sont intéressés par le olé, les romances et tout ce qui est... Quand on est ado, on a envie de briser les choses, on a envie d'être rebelle, on a envie de lire des trucs qui sont pas adaptés à notre âge, on est tous passés par là. Sauf qu'avant, les éditeurs jeunesse, ils respectaient, il y avait des normes, il y avait une espèce de conscience, il y avait aussi l'État qui disait tu publies pas n'importe quoi. Là, on est sur un fait que les éditeurs voient ce qui plaît et donc ils publient ce qui plaît. Ce qui sort actuellement, c'est parce que le public le veut aussi. Et ça, c'est une autre question sur peut-être l'éducation, sur peut-être... Moi, je suis persuadée aussi le rôle des parents dans les actes d'achat de leurs enfants. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui ont pas du tout regardé ce que j'achetais. Qui étaient au courant, voilà, je leur disais quand c'était violent et tout. J'étais pas un enfant qui était choqué par ça. Le problème c'est qu'on est tous différents, on a tous une maturité différente et on est tous confrontés à des choses qui sont plus ou moins différentes. Et la young adulte, pour beaucoup de parents, c'est un carcan qui est assez protecteur. Ils vont se dire ça va pas être trop violent, ça va pas être trop poussé et tout. Sauf que ce n'est plus le cas parce que les jeunes sont différents. Les jeunes d'aujourd'hui sont pas les jeunes, sont pas la jeunesse que j'étais il y a 10 ans. Voilà, tout change. Les jeunes sont confrontés à de la violence, donc forcément il y a plus de violence, et la violence, le sexe, tout, c'est ce qui vend le plus. Moi je trouve que c'est assez malsain, mais c'est mon avis personnel et je juge pas les gens qui disent ça, mais il y a un problème actuellement sur la young adulte, sur les messages et sur la production, et ce que ça cause aussi comme effet, on va dire, sur les actes d'achat des jeunes. Et je pense que quand t'as 14-15 ans et que tu dis que tu lis des livres où il y a du olé, tu dois te trouver cool.
voilà, tu dois te trouver cool, et c'était déjà le cas avec la romance. En fait, il y a eu la romance érotico qui est arrivée dans les librairies, qui ont été positionnées à la Fnac. Moi, les romances Olé, elles étaient juste derrière la young adulte, t'avais juste à tourner au coin. La fantasy adulte était de l'autre côté. Donc il y a tout ça en fait qui, en ce moment, on récolte tout. Des années de mise en place en librairie, d'édition et tout ça. L'édition ou l'écriture, arrives-tu à dégager du temps pour l'écriture? La question gênante. La question gênante. Non, bah j'arrive pas à écrire. J'arrive pas à écrire parce que j'ai pas le temps d'écrire. C'est-à-dire que, sincèrement, au-delà, si j'écris, en fait, je lis plus dans mon emploi du temps, parce que sinon ça veut dire que je dors plus en fait. C'est simplement j'ai pas de temps à disposition, tu vois. Et c'est vrai que même si de temps en temps je regarde un peu une série et tout, je regarde beaucoup moins de séries qu'auparavant. Et surtout l'écriture, ce qui pose le problème en ce moment, c'est que moi j'arrive pas à me concentrer sur 2 romans en même temps. C'est-à-dire que mon travail éditorial, je me contente pas de corriger les fautes avec mes auteurs, on travaille le texte ensemble, on travaille l'univers ensemble, je fais parfois des propositions, voilà, sur l'univers. Donc en fait je suis hyper impliquée dans le texte, je relis le texte, je connais sincèrement, je pense, plus l'univers de l'auteur que l'auteur lui-même à la fin du roman. Ce qui fait que je suis tellement imprégnée de ce texte-là que j'ai pas envie que ça imprègne mes textes personnels, mais surtout, c'est que j'arrive pas à faire les deux en même temps. J'arrive pas à faire deux univers en même temps. Ça risque d'être moins bon, voilà, de faire 2 choses moins bonnes. Donc il y a ça aussi. On m'a mis pas mal de pression pour la suite de La Gardienne. Je pensais pas que les gens en attendaient autant, tu vois. J'en sois en salon, il n'y a pas un salon, on me le demande pas plusieurs fois. Donc ça me stresse, et en même temps, voilà, là il faut que je m'y mette. Là, le livre va sortir, donc je vais pouvoir m'y mettre. Il faut que je relise le tome 1 pour bien me remettre les idées, parce que c'est un roman à puzzle, donc il faut remettre ça tout en place. Mais sincèrement, quand t'es 100% dans un texte qui n'a rien à voir, je voudrais pas mettre des éléments, des objets maudits dans La Gardienne du Chardon, ou au contraire mettre des éléments dans la suite de La Gardienne du Chardon, dans les textes que je corrige, tu vois, des idées ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que non, j'ai pas le temps d'écrire, parce que dans mon emploi du temps ça rentre pas, et il faut être concentré en fait, et j'ai pas le temps d'accorder 2 heures d'écriture dans ma journée en fait. J'ai pas le temps actuellement de faire ça, quoi. Et puis j'avais pas le cerveau et l'esprit disponible parce que j'étais tellement fatiguée qu'il y a rien qui sort, quoi. J'étais un peu épuisée, à sec. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier d'éditrice? Je pense que la réponse va en étonner peut-être plus d'un. Il y a pas mal je pense, de gens qui peuvent se penser que c'est le rythme, c'est comme tout travail d'artiste, c'est la confrontation à la critique et tout ça. À mon sens, le plus difficile, outre le fait d'avoir la relation client via internet qui me plaît pas du tout, et voilà, les gens sont pas cool et pas très bien, on va dire, polis. Quand il y a un problème, c'est de livraison ou ce genre de choses, je suis un peu choquée par le manque de savoir-vivre de la plupart des gens. Il en reste que je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi cette année, c'est d'être dans la position du chef d'entreprise et d'être dans la position autoritaire. Je suis pas quelqu'un d'autoritaire du tout de nature, et j'aime pas donner des ordres en fait. J'aime pas être dans la position dominante parce que j'aime pas recevoir des ordres. Voilà, j'ai dû donner des ordres parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Dans toute entreprise, il y a des choses qui n'allaient pas, et j'ai eu une position, on va dire, de chef d'entreprise, même vis-à-vis des auteurs, qui était trop cool, et qui l'est toujours. C'est-à-dire que ma comptable m'en avait déjà parlé, les gens avec qui je travaille, ou des gens, même d'autres éditeurs, m'ont dit: tu es trop cool avec les gens avec qui tu travailles, et surtout avec tes auteurs. J'étais trop laxiste, j'ai trop voulu être sympathique, tu vois, faire plaisir et tout ça, sauf que souvent ça coûte de l'argent, et en plus ça nous a mis dans une position qui n'était pas une position d'entreprise, ça a été plus dans une position de complicité où il n'y avait pas de relation hiérarchique, sauf que l'éditeur a une relation hiérarchique avec l'auteur. Voilà, on a un contrat, voilà, c'est une relation qui est assez différente de l'habituel, mais normalement un auteur écoute son éditeur, voilà. Et c'est vrai que j'ai dû le faire, que ça soit vis-à-vis de mes auteurs, j'ai dû le faire avec des librairies, voilà, là j'ai toujours une librairie qui m'a jamais payé, et ça me met dans une position, je suis hyper gênée parce que je déteste réclamer de l'argent, voilà, je déteste... en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas être au devant de la scène. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les vidéos, j'ai jamais aimé ça, et c'est quelque chose qui m'angoisse toujours, j'aime pas ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que la position d'éditeur me plaît bien, parce que c'est les auteurs qui sont devant la scène, nous on fait le travail derrière, on a un peu le maillon, tu sais, un peu derrière, et eux ils sont devant. Et cette année ça a été le plus grand challenge, ça a été aussi ma plus grosse source de
de difficultés psychologiques parce que bah je m'en suis beaucoup voulu d'avoir dû être ferme parce que voilà, je me suis dit est-ce que je l'ai été trop et tout, et en fait bon, tout le monde me dit que non et encore je l'ai pas été assez, et ce qui fait que ça nous met dans une position qui a été un peu compliquée. On apprend à être chef d'entreprise, hein, on ne naît pas chef d'entreprise, mais j'ai pas un caractère à être autoritaire et tout ça, et c'était pas du tout ce que je voulais pour les 3 normes, et je pense qu'une société ne peut pas ne pas être autoritaire quand il y a des choses qui ne vont pas. Et là, c'était le cas en fait. Le problème, c'est que quand t'es trop laxiste, les gens, et ça c'est naturel, c'est chez tous les humains, ont tendance à l'être aussi. Et comme moi j'ai beaucoup d'attentes sur les textes, sur le travail, sur les textes, sur pas mal de choses, je suis très sélective dans les manuscrits et tout, ce qui pose des problèmes d'autorité. Je pense que c'est ça, c'est être autoritaire et avoir une relation d'autorité avec les auteurs. En fait, j'ai été un peu traumatisée dans mes stages, notamment dans dans mon alternance, la relation qu'il y a eu entre les auteurs et les éditeurs qui était catastrophique. Ça nous a mis dans des situations, je peux pas en parler, mais voilà, vous savez tous que j'ai travaillé chez France Loisirs, hein, donc c'est pas une entreprise qui est très connue pour le bonheur de ses salariés, et c'est vrai que ça m'a tellement traumatisée, la façon dont c'était fait, que j'ai voulu faire le contraire, sauf que c'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait trouver un juste milieu, et voilà. Et en plus, je suis plus jeune, je suis plus jeune. Je suis encore une jeune personne, je n'ai pas encore atteint la trentaine, mais je suis plus jeune que mes auteurs, donc c'est compliqué. Et j'ai pas à blâmer les auteurs aussi, parce que je sais que j'ai beaucoup d'attentes. Voilà, il y a des éditeurs qui sont un peu plus laxistes. Moi, j'aime bien que le travail soit bien fait, j'aime que ça soit tac, 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 parce que j'ai toujours été comme ça scolairement, c'est-à-dire que c'était toujours nickel. Pour exemple, mon mémoire de fin d'année, je l'ai terminé avec 1 mois et demi d'avance. Je suis la seule de mon master à avoir terminé mon mémoire avec 1 mois et demi d'avance, et j'ai majoré le mémoire, donc j'ai eu la meilleure note. Donc ce qui fait que j'ai toujours aimé que ça soit comme ça, et j'attends quand on travaille avec moi que les gens s'investissent, pas autant parce qu'ils pourront pas s'investir autant, mais qu'il y a un minimum d'investissement, voilà, dans le travail. On va conclure par ça, parce qu'en même temps, ça a été une super année, ça a été une super année en termes de publication. On a eu Nous regrettons la mort, qui est un super texte, qui est magnifique, sur une chasse aux sorcières, qui questionne un petit peu ton rapport aux parents, avec la religion, où les gens ne meurent plus et se transforment en spectre. Et je suis trop contente parce que le livre vous plaît, on a que des retours hyper positifs, donc ça c'est super chouette. Émilie avait été sélectionnée parmi les 5 finalistes du PLIB, alors qu'on est une minuscule maison d'édition. On a plein de gens du milieu éditorial qui sont intéressés. On a pu participer aux Imaginales dès la première année, dès les premiers 6 mois de notre création, les premières années de la création. Donc ce qui n'arrive jamais a priori, hein, parce qu'en parlant avec les libraires, j'arrive à avoir des salons ou choses. Et puis on a les objets maudits, voilà, la fin de l'année. Et ça a été une telle source d'angoisse de savoir si on allait pouvoir le sortir avant Noël ou pas, parce que vous doutez bien que Noël c'est une période hyper importante pour l'édition, et voilà, il sort juste avant, mais ouais, donc l'année est bouclée. Voilà, je pense que quand les objets maudits seront sortis, je serai en mode c'est bon, on se pose. L'année prochaine, on a déjà le tome 2 qui est prévu, La Gardienne, il faut s'y mettre, et il y aura une autre publication, et voilà, donc les choses se pose. Je vous remercie encore beaucoup d'être là pour la chaîne, pour le soutien, de tous vos messages hyper gentils sur les vidéos, parce que moi je continue de faire ça par passion premièrement, hein, parce que ça me prend tellement de temps et que ça paye très peu les vidéos, mais j'aime ça, j'aime vous parler de livres et j'aime avoir des échanges avec vous, même en salon, et puis voilà, la maison d'édition, c'est mon rêve, et je vous remercie encore soit de financer, soit par les campagnes Ulule, soit d'acheter des livres et tout, c'est super gentil. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.